On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une coach professionnelle certifiée qui a parti sa propre entreprise ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, on va tenter de vulgariser la nouvelle réglementation sur les animaux domestiques. Vous avez maintenant une obligation d'avoir des médailles pour les chats et les chiens. Il y a un délai pour tout faire ça. Bref, on en discute avec un représentant du service de police. Voilà un sujet qui touche beaucoup de citoyens parce que beaucoup de personnes ont des animaux de compagnie. Vous savez, à une certaine époque, quand j'étais un peu plus jeune, bon, les chiens avaient des médailles, les chats n'en avaient pas. Après ça, les chats en ont eu, mais c'était parfois volontaire. Après ça, il y a eu un espace-temps où il n'y en avait plus. Et là, maintenant, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a refait un peu son règlement en matière de garde d'animaux. Et vous avez probablement reçu dans les derniers jours un dépliant qui explique un peu l'application de ce nouveau règlement. Donc, on va tenter de le vulgariser ici même à l'occasion de cette entrevue. Notre invité, l'inspecteur à la division des normes professionnelles à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'inspecteur Éric Bédard. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, parce qu'évidemment, quand les gens ne sont pas contents d'un chien ou un chat qui vient sur le terrain, le premier réflexe, c'est d'appeler la police. Et s'il y a un chien qui est perdu, on vous appelle. Donc, souvent, le lien que les citoyens ont à l'égard des animaux, c'est le service de police. Parce qu'en même temps, c'est un peu vous qui êtes pris après ça avec le problème, à savoir qu'est-ce qu'on fait ou on ne fait pas. En même temps, la gestion des médailles en tant que telle, c'est pas le service de police qui gère les médailles. Non, la gestion des médailles, maintenant, se fait par le service animalier Rive-Sud. C'est un nouveau partenaire que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fait affaire avec depuis le 1er janvier 2019. La porte d'entrée initiale pour le citoyen, auparavant, était le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu pour tout ce qui avait rapport aux animaux. Donc, vraiment, au niveau des médailles, au niveau de la réglementation, de l'application de la réglementation pour le contrôle des animaux. Maintenant, avec ce nouveau partenaire-là, je dirais que la porte d'entrée pour le service pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le service animalier Rive-Sud. C'est vraiment eux qui, maintenant, vont s'occupe du registre des animaux. Il y a différents points de service dans la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu où les gens peuvent se procurer la médaille, dont des différents points de service comme les bibliothèques municipales, le service de police, le terminus, différents endroits comme ça. Parce que la première question que les gens vont se poser, là, pour les gens qui ont des chiens et des chats à la maison, premièrement, les médailles, c'est obligatoire? C'est obligatoire. C'est obligatoire pour les chats et les chiens. Est-ce qu'il y a un délai? Parce que là, les gens vont dire, hey, là, je ne sais pas, mais on est le 5 février, le règlement est en vigueur depuis le 1er janvier, je suis en défaut, est-ce que je vais avoir une infraction? Bref, quel est le délai d'application afin qu'on ait passé la ville au complet et que tous les animaux domestiques aient les fameuses médailles en question? On se donne l'année 2019 pour que les gens fassent l'acquisition d'une médaille pour leurs animaux. En 2019, la médaille est gratuite. Elle est gratuite autant pour le chien que pour le chat. En 2020, à ce moment-là, il y aura un coût pour la médaille. Donc, il y aura un coût pour les chats et les chiens qui sont stérilisés qui est de 5 $ et les chats et les chiens qui sont non stérilisés qui sera de 10 $. Pourquoi il y a une différence de prix entre les deux? Évidemment, le règlement maintenant prévoit que les chats, la stérilisation obligatoire et pour, évidemment, encourager ce comportement-là, donc de faire stériliser nos animaux de compagnie, bien, c'est la raison pour laquelle la médaille est moins chère pour un animal qui est stérilisé. Et si j'ai un animal, donc, qui n'a pas été stérilisé, est-ce qu'encore là, j'ai un certain délai pour le faire stériliser? Est-ce qu'on va venir vérifier s'il l'est? Parce que si la médaille fait la différence entre les deux, c'est donc que vous allez avoir de l'information, vous allez avoir un registre des animaux au grand complet, mais également des animaux qui ne seront pas stérilisés. Effectivement. La stérilisation obligatoire se fait lorsque on vend un animal de compagnie ou on donne un animal de compagnie pour un refuge ou une animalerie qui vend un animal de compagnie. La stérilisation, à ce moment-là, est obligatoire. Les gens qui viendront pour faire l'acquisition d'une médaille, à ce moment-là, devront démontrer que leur animal a été stérilisé ou non à l'aide d'une preuve d'un vétérinaire. Bon. Parce que le truc des fameuses médailles, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on avait des animaux, et ça arrivait parfois que le chien s'égarait, bien malheureusement. Et combien de fois? Bien, pas très souvent, mais je ne sais pas, mais 2-3 fois où on a reçu un appel nous disant, oui, le chien numéro 4224, tu avoues, il est dans notre registre. Donc, c'est facile à ce moment-là de pouvoir faire le lien entre l'animal et son propriétaire, là. Effectivement, le but des licences, le but des médailles, c'est évidemment de retrouver le propriétaire de l'animal.
Ce que l'on souhaite, le règlement animalier qui a été voté le 18 décembre dernier, dans le fond, le but de ce règlement-là, c'est le bien-être animal. Donc, plus rapidement qu'on va retrouver un propriétaire, plus rapidement qu'on va identifier son propriétaire, on va pouvoir remettre l'animal à ce dernier. Ça va éviter que l'animal soit amené au refuge, ça va éviter que l'animal doive être amené dans une animalerie et on va pouvoir le remettre le plus rapidement possible à son propriétaire. Parce que combien de fois aujourd'hui on va dans les babières des épiceries, au dépanneur ou même sur les boîtes aux lettres, puis on voit des photos de chats et de chiens qui ont été perdus. Et là, on sait que les enfants, parfois, ont beaucoup de tristesse liée à la perte de l'animal de compagnie, mais ça devient un problème, là. Bon, il y a un truc quand même qui me frappe, parce que dans le communiqué de presse, même, le premier paragraphe dit ceci. On dit, entre autres, concernant la garde, la limite est de 2 chiens à la fois et de 3 chats à la fois par unité. Oui. Donc ça, ce que je comprends, c'est que dans une unité de logement, c'est maximum 2 chiens, 3 chats, pas plus. En ville, donc dans une zone qui est non rurale, le maximum, c'est 2 chiens et 3 chats par unité d'habitation. Bon. À l'extérieur, lorsqu'on s'en va dans la zone verte, dans la zone agricole, c'est différent. C'est différent. Bon. Ça, en tout cas, je ne me rappelle pas de mémoire si ce règlement-là existait sur la limitation. Oui, ça existait. Oui, mais est-ce que dans le règlement précédent. Est-ce que ça vous met quand même, comment je dirais, une certaine poigne? C'est-à-dire, il n'y a peut-être pas tant que ça qui ont beaucoup d'animaux, mais je peux comprendre que dans certains cas, ça peut devenir problématique quand on atteint un seuil, disons, extraordinaire, là. Effectivement, souvent, ce qu'on va vivre lorsqu'il y a trop d'animaux dans une unité de logement, c'est qu'on va vivre une insalubrité. Ouais. Et à ce moment-là, ça devient une nuisance pour les résidents voisins de la personne qui a un trop grand nombre d'animaux. C'est pour ça que le règlement prévoit un nombre maximal de chats et de chiens. Évidemment, dès le départ, le mandat, tant de Service animalier Rive-Sud que de nous, comme policiers, c'est évidemment de faire de la prévention, de la sensibilisation, de l'éducation des propriétaires. Et donc, on va leur donner des ressources, des moyens, s'ils ont trop d'animaux de compagnie, comment s'en départir, où s'en départir, à qui les donner. On va évidemment donner un certain délai aux gens pour se conformer à ce règlement-là. Bon. Quel est aussi l'enjeu qui est lié, dans certains cas, à des chiens, disons, à potentiel dangereux? Parce qu'on l'a vu dans l'actualité, les dernières années au Québec, même les gouvernements voulaient s'en mêler, puis là, est-ce qu'on a interdit ou non les pitbulls? Après ça, certaines villes ont dit oui, d'autres villes ont dit non, d'autres villes ont dit on va étudier. Dans certains cas, on s'est dit, ouais, mais c'est pas juste les pitbulls, ça peut être un chien qui est croisé ou un chien qui est potentiellement dangereux. Bref, nous, ici, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on se situe comment dans l'application ou la surveillance ou le contrôle des animaux à potentiel dangereux? Le règlement a prévu les 3 types d'animaux. Donc, les chiens qui sont à risque, les chiens potentiellement dangereux et les chiens jugés dangereux. Et le règlement, dans le fond, n'a pas voulu identifier de race de chiens, mais plutôt des comportements. Et c'est après évaluation qu'à ce moment-là, après l'évaluation du chien, que le chien sera évalué soit à risque. Donc, un chien qui a mordu soit un humain, soit un animal de compagnie, à ce moment-là, sera considéré comme un chien à risque. Okay. Un chien qui est dangereux, à ce moment-là, son propriétaire sera soumis à certaines règles et devra se départir du chien. Un chien qui est à risque et qui sera potentiellement dangereux, donc qui aura mordu une deuxième fois ou qui aura des comportements où le chien sera jugé potentiellement dangereux, à ce moment-là, il y aura des conditions de garde précises pour le propriétaire s'il veut garder cet animal-là. Autant au niveau de l'identification qui sera différente, le coût de la licence est différent et les conditions de garde, donc doit être muselé en tout temps lorsqu'il est à l'extérieur, doit être en compagnie toujours d'un adulte, donc d'une personne de 18 ans et plus. Il doit y avoir des affiches pour la personne qui garde un tel chien. Donc, les conditions de garde sont différentes pour un chien qui sera potentiellement dangereux versus un chien qui est à risque et qui n'aura pas été jugé dangereux. Ouais. Et c'est l'évaluation qui sera faite par les professionnels en santé animale désignés par la Ville qui, à ce moment-là, pourront juger de la dangerosité ou non d'un chien. Je prends une hypothèse parce que même je l'ai déjà vécu. Quand mes enfants étaient tout petits, le voisin à l'arrière avait un berger allemand qui était attaché à la longueur de journée, donc qui n'était pas très, très gentil. Mm-hmm. Et c'était une maison non clôturée. Donc, moi, comme parent, mon risque, c'est de dire, la journée qui brise sa chaîne,
Je veux pas que mes enfants... Donc, je me privais d'envoyer mes enfants jouer parce que, un, il y avait peur du chien, puis deuxièmement, moi aussi, puis je me disais, si le chien brise sa chaîne... Donc, moi, je vous appelle au poste de police, vous faites quoi avec ça? On fait évaluer le chien? Effectivement. Si jamais quelqu'un nous appelait parce qu'il craint le comportement d'un chien, une crainte réelle par rapport à un chien, à ce moment-là, ce citoyen-là sera référé au service animalier Rive-Sud, qui, eux, feront affaire avec le propriétaire pour une évaluation de l'animal. Bon. Un autre cas, parce que je présume que ça doit arriver souvent à votre service, quelqu'un qui vous appelle, qui vous écoutez, là, mon voisin, il n'est jamais là, son chien est tout seul dans la maison, puis quand il n'est pas là, il jappe, c'est intolérable. Puis même des fois, une maison, pas juste un bloc appartement, là, ça peut être la maison d'à côté, là, qui est à 8 pieds de la nôtre. Qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça? Évidemment, maintenant, la porte d'entrée pour les plaintes, c'est vraiment Service animalier Rive-Sud. Donc, si on appelle à la police, vous nous référez là, c'est ça? On va vous référer au Service animalier Rive-Sud. Dans certaines circonstances, s'il y a risque pour la vie, risque pour la sécurité, risque pour... s'il y a un risque pour la population, à ce moment-là, c'est sûr que les policiers vont intervenir en premier lieu rapidement. Ouais. Mais pour toute intervention qui seront faites auprès des propriétaires, ce sera le Service animalier Rive-Sud qui feront ces interventions-là, qui iront faire de la sensibilisation auprès du propriétaire, de l'information, de l'éducation. Évidemment, il y a toujours le volet répressif pour un propriétaire qui ne se conformerait pas ou qu'on aurait des plaintes de façon récurrente à un endroit. Bien, à ce moment-là, le police interviendrait de façon répressive. Évidemment, en dehors des heures normales d'opération du service animalier Rive-Sud, eux ont des heures d'opération pour lesquelles une plainte au quotidien, une plainte d'insalubrité, une plainte, à ce moment-là, eux interviennent. Mais 24 heures sur 24, que ce soit eux, que ce soit la police, il y aura une intervention qui sera faite sur les lieux d'un animal qui japperait, qui dérangerait le voisinage. Et ça fait partie de la partie du règlement des nuisances. Oui, on tombe de l'autre côté. On tombe de l'autre côté. Et les nuisances, tant eux que nous, pouvons intervenir à ce niveau-là. Bon. Donc, vous avez reçu le petit dépliant, mais encore là, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville pour avoir tous les détails relativement à l'application de ce nouveau règlement. Donc, vous avez fait mention à quelques occasions donc, du service animalier Rive-Sud, basé à Boucherville, qui est un organisme à but non lucratif avec lequel la Ville fait affaire. Parce que dans le passé, il y avait quoi? Il y avait le Berger Blanc, il y avait la SPCA. Je sais qu'à différents moments dans les dernières années, les villes faisaient affaire avec différents services. Là, donc, maintenant, c'est le nouveau service. Donc, qui sont-ils, ces gens-là? C'est un refuge animal qui sont situés à Boucherville, qui traite avec plusieurs autres municipalités, qui offrent un service autant de refuge que d'animalerie. Et ce sont un organisme à but non lucratif. Donc, évidemment, leur mission est vraiment le bien-être animal et leur cause est dévouée vraiment aux animaux. Inspecteur Éric Bédard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit une coach professionnelle certifiée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de drague de motoneige. Oui, ça s'en vient avec Marc-André Fortin et toi, l'informateur Joanny. Exactement. Il parle de tout, lui. Hein? C'est comme une macédoine. Ouais. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois, ce qui lui permet aussi de donner une conférence devant ses pairs et parfois, dans certains cas, également d'être invité ici même à l'émission. Question de faire découvrir des gens qui font des affaires dans la région, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs. Et notre invitée aujourd'hui, elle est coach professionnelle certifiée. Elle s'appelle Guylaine Gravel. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Éric. Qu'est-ce que c'est une coach professionnelle certifiée? C'est quoi la différence? En fait, la différence est beaucoup dans la formation. Moi, j'ai suivi une formation de plus de 1000 heures en coaching. Donc, c'est vraiment sous le cadre de l'éthique, tout en respect de l'éthique en coaching. Donc, on a une façon de procéder auprès de notre clientèle. On travaille, en fait, une coach certifiée, professionnelle, c'est côté professionnel, ça touche la clientèle affaires, puis ça touche aussi la clientèle professionnelle. Et quoi d'autre? Et comment on devient coach professionnel? Premièrement, comment ce désir-là vous est-il venu un jour dans le cheminement de vie personnel ou professionnel? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit « Hey, tiens, j'aimerais ça être coach, puis je vais aller suivre une formation pour être certifié ». Comment c'est arrivé tout ça? C'est un processus. Parce que moi, j'ai un background en marketing. J'ai travaillé dans les télécommunications pendant plus de 20 ans, le milieu TI et télécommunications, où j'ai eu l'occasion de coacher des équipes de travail, de coacher des employés. J'ai aussi fait des plans d'affaires, des plans stratégiques. Puis est arrivé à un moment donné dans ma vie une restructuration, comme on le sait si bien le faire dans le milieu des télécoms. C'est un milieu en effervescence. Et pour moi, mon poste a été coupé parmi tant d'autres. Et à ce moment-là, j'ai vraiment... ça a été l'opportunité pour moi de faire le point sur ce que je voulais faire, ce que j'aimais moins, ce que je voulais et ce que je voulais plus. Puis, ce que j'ai découvert à travers cette démarche-là, ce bilan-là, c'est vraiment que j'adorais le coaching. Je le faisais déjà à travers mon travail. Puis là, je voulais offrir les compétences que j'ai eues professionnelles avec une formation en coaching, l'offrir à des entrepreneurs et des professionnels. Donc, le monde des technologies de l'information vous aura permis de livrer certains mandats en coaching, ce qui vous a donné le goût du coaching, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne touchez plus vraiment aux technologies de l'information? Je touche, non, plus vraiment aux technologies de l'information, clairement. Et je vous dirais que le coaching était beaucoup plus au niveau de la... Tu sais, c'était moins formel en grande entreprise, le coaching. On se découvre un talent, on se découvre une facilité. On se découvre un intérêt, vraiment à développer le potentiel des personnes. Parce que ce qui était gagnant dans la gestion des projets, c'était vraiment de mettre les bonnes personnes au bon endroit, puis d'utiliser ce en quoi ils sont bons. Fait que c'était ça que je m'affairais quand je faisais de la grosse gestion de projet. J'avais différentes équipes, puis là, j'ai décidé de mettre cette expérience-là, plus une certification au profit des entrepreneurs et des professionnels. Bon. C'est quoi la différence entre un mentor et un coach? Hey, ça, c'est une très bonne question. C'est une éternelle question. Oui, c'est ça, puis il y a des zones grises, hein? Le savoir-être, le savoir-faire, c'est quoi la différence? Oui. C'est drôle, tu poserais ça, la question, à chaque personne, on a chacun nos définitions. Mais un coach va vraiment capitaliser sur un objectif défini, clair, et il va regarder le potentiel de son client pour vraiment atteindre son objectif. Un mentor, c'est une personne, là, moi, je le vulgarise à ma façon, c'est une personne très expérimentée dans un milieu qui a beaucoup d'expérience et qui parle de son expérience. Bien entendu, certains mentors vont avoir des objectifs aussi. Tout est dans la nuance que le mentor lui apporte des connaissances, tandis que le coach, lui, il met en valeur ce que la personne a à l'intérieur d'elle puis ses talents. Qui a besoin d'un coach? Qui a besoin des coachs? Oh, c'est une très bonne question. En fait, l'entrepreneur, par exemple, moi, c'est une de mes clientèles. Vous savez, l'entrepreneur, il est vis-à-vis lui-même dans son entreprise. S'il y a des peurs, s'il y a des croyances, s'il y a des doutes, ça va avoir des impacts dans son entreprise. Donc, une personne qui a besoin d'un coach ou qui a le goût d'avoir un coach, c'est une personne qui a le goût de vraiment se départir des barrières qui l'empêchent d'avancer puis d'aller directement au but, rapidement, puis de progresser rapidement. C'est ça. Bon. Est-ce que le coach, parfois, va prendre des décisions pour son joueur qui est devant lui? Parce que souvent, on va dire que la nuance, exemple, un mentor va accompagner, va peut-être suggérer des choses, mais au final, c'est à la personne de décider ce qu'elle doit faire. Dans le cas d'un coach, on est plus direct peut-être? Est-ce qu'on dit...
C'est Il faut que tu fasses ça, tu vas aller faire ça. Je ne sais pas, non? Non, c'est une très bonne question. Parce que le coaching, que justement en certification, c'est qu'on met vraiment en lumière la personne. C'est la personne qui prend ses décisions OK. avec ses talents et ce qu'elle est. Bon. Là, ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, je le Officiellement, fais là? officiellement depuis 2017, mais en fait, à titre de mon entreprise. Oui. Et sinon, bien, plus de 20 ans, Plus de 20 ans, à travers un employeur. OK. Bon. Et là, donc, vous êtes maintenant coach professionnel certifié. Là, vous avez fondé aussi votre propre entreprise. Oui. Basée ici dans la région. Oui, à Saint-Jean. Et là, comment ça fonctionne? Les gens vous appellent, les gens vous réfèrent? Est-ce que vous-même, parfois, vous faites des approches? Bref, comment on réussit à établir le lien avec la clientèle? C'est une très bonne question. En fait, bien évidemment, je fais beaucoup de réseautage. Il y a un peu de tout ce que vous avez nommé. Il y a des gens qui m'appellent. Je fais aussi des activités. Je fais des conférences. Ouais. Fait que là, en faisant des conférences, on se fait connaître. J'offre aussi du coaching de groupe, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se fait connaître. Puis après ça, il y a le bouche à oreille qui s'ensuit. Bon, c'est quoi du coaching de groupe? Ah, ça, c'est une très bonne question. En fait, le coaching de groupe, par rapport, si on le compare au coaching individuel, le coaching de groupe, c'est vraiment une expérience de groupe où on bénéficie du partage des autres, des échanges, et on fait plusieurs activités pour permettre à la personne, si elle a un langage plus visuel, plus auditif, ou plus au niveau de physique, au niveau des activités, tu sais, de ce qu'elle ressent, bien, les activités permettent ça en coaching de groupe. Et en individuel, c'est vraiment une approche personnalisée sur un objectif précis. Ouais. Tandis qu'en groupe, c'est ce que j'entends le plus souvent dans mes salles de coaching, puis je développe des thèmes là-dessus pour que les gens puissent vraiment travailler ces aspects-là. Bon, souvent, moi, je fais une certaine analogie avec le monde du hockey. Oui! Parce que, bon, dans une entreprise, il y a un directeur général, il y a un coach, il y a des joueurs, il y a un gardien de but, il y en a qui comptent des buts, il y en a qui font des passes, il y en a qui, parfois, sont des genoux, qui patinent très, très vite. Il y a des plus vieux sur le 4e trio, mais dont on a encore un peu de besoin. Est-ce que, parfois, quand on regarde le milieu en entreprise ou d'un entrepreneur qui doit démarrer, est-ce que parfois, c'est un peu ça, la vie? C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est pareil. Ah, c'est tellement vrai. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes forces, là. C'est tellement vrai. En fait, je me fais un devoir de voir, parce que moi, je crois profondément qu'on a toutes des forces spécifiques, ou moi, je les appelle des cadeaux. Mais ça nous appartient tellement, puis ça nous habite depuis tellement longtemps qu'on ne les voit pas. Et moi, je me fais un devoir, comme coach, de le mettre en lumière, les talents des personnes qui viennent me rencontrer. Et ensuite, de combler leurs propres carences dans certains cas. Parce que si quelqu'un vous dit, moi, là, je suis très fort dans le marketing, les communications, mais je suis pourri d'un chiffre. Là, on va dire, va te chercher un comptable. Je ne sais pas. Ça va dépendre. La personne, elle a plusieurs... En fait, moi, ce que je permets, c'est que je pose des questions qui permettent une réflexion à l'entrepreneur, dans ce cas-ci. Puis c'est lui ou elle, selon sa réflexion, qui va établir ses priorités en fonction de ce que lui préfère ou elle préfère. Là, les rencontres, ça fonctionne comment? C'est une fois par semaine, une fois par mois? Vous vous appelez, on s'envoie des courriels. C'est quoi le modus operandi d'une relation avec son coach? C'est très varié et très flexible. Je vous dirais qu'actuellement, ma clientèle vient me voir dans mes bureaux ici à Saint-Jean. Et une session, pour moi, c'est une session d'à peu près 1h15, 1h30, dépendamment. Et ça dépend du rythme du client. Normalement, ça varie entre 2 semaines et 1 mois, la fréquence. Et c'est, vu qu'on fonctionne vraiment sur un objectif, bien, c'est clair qu'à chaque séance, la personne voit où elle en a progressé dans son coaching, puis elle voit l'atteinte de son objectif, puis là, bien, elle est prête à prendre elle a pris pleinement son envol. Comment aimez-vous maintenant la liberté d'être son propre chef, parce que vous avez travaillé en entreprise pendant une vingtaine d'années. Là, maintenant, vous êtes votre propre patronne, à votre propre compte. Ouais. Est-ce que c'est plus insécurisant? Est-ce que c'est, de l'autre côté, très exaltant aussi là, de vivre cette expérience-là?
Ah, bien, c'est parfois les deux, hein, comme entrepreneur, mais surtout exaltant. Surtout exaltant parce que j'ai vraiment l'impression d'être en accord avec mes valeurs. Je suis en accord aussi. L'entreprise que je bâtis, c'est une entreprise qui me stimule pleinement parce que c'est des sujets qui me font vibrer, ce à quoi je travaille avec les personnes. Et puis, quand il y a des parties insécurisantes, bien, je regarde à l'intérieur de moi comment, avec quelques trucs. Puis moi aussi, parfois, j'ai du soutien pour pouvoir m'aider. On a toujours besoin d'un coach, finalement. Bien, un coach, c'est bien aidant pour quand on a besoin d'être accompagné dans un objectif spécifique. Guylaine Gravel, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. La Société de développement Vieux-Saint-Jean est à préparer son nouvel été chaud pour 2019. Donc, c'est un appel de candidature pour des artistes. On est en train de bâtir la programmation. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.